Bonjour, bonjour à tous. Partez pas tout de suite. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, ravi de partager cette scène avec Audrey Herblinstop, qui est directrice des affaires publiques chez Twitter. Bonjour à tous, moi aussi je suis ravie d'être avec vous et surtout aux côtés de François Saltiel. François, vous le connaissez, il est tous les soirs sur Arte dans 28 minutes, mais il est surtout l'auteur de cet ouvrage, édité chez Flammarion, disponible dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle « Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag ». Le hashtag du jour, JFD19. Tweetez, on est déjà en trending topic, donc n'hésitez pas à tweeter encore. Moi, j'ai une question pour toi, François. Tu es le spécialiste international du hashtag. Est-ce que... Au moins, oui. Est-ce que hashtag JFD19 va changer le monde? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que la réponse est dans la salle, puisque un hashtag qui fonctionne, un hashtag qui émerge, c'est grâce au public. Donc, c'est ce que vous allez en faire. Moi, je me suis intéressé au hashtag militant, qui est toujours une sorte de magie, d'alchimie entre une cause et un public qui va donc pouvoir défendre ses droits. Le hashtag, c'est comme un petit salon numérique. Alors, je me suis intéressé dans ce livre, et on va en parler à l'instant, de ces femmes qui, elles, ont tenté de changer le monde avec le hashtag, parfois au péril de leur vie, en exploitant la face lumineuse des réseaux sociaux, car il y en a bien une. Mais finalement, la vraie spécialiste du hashtag, c'est toi, Audrey, puisqu'il est né chez toi sur Twitter, le hashtag. Eh bien, oui et non. Oui et non, parce qu'effectivement, le hashtag est né sur Twitter en 2007, donc à peu près un an après la création de Twitter. Mais en fait, c'est un utilisateur, monsieur Chris Messina, qui à l'époque bossait chez Google, qui décide à un moment de dire aux gens « Tiens, si on mettait des hashtags pour réunir nos discussions », et créer une communauté. Et ça n'est qu'en 2009, donc 2 ans après, que Twitter va apposer les liens hypertextes sur le hashtag. Finalement, c'est comme toujours chez Twitter, c'est nos utilisateurs qui créent la plateforme et puis derrière, nous, on suit. Ça a été le cas avec le retweet aussi. Pour les plus anciens âgés d'entre nous, vous le savez, il y a quelques années, le retweet, il fallait marquer RT et puis après faire un copier-coller du contenu que vous vouliez repartager. Alors, si on parle de la question des femmes et qu'on pense à un hashtag, le hashtag le plus connu qui vous vient sans doute en tête est celui qui a été créé en 2007 par une militante afro-américaine de Harlem, Tarana Burke, puis popularisé par une actrice, Alyssa Milano, en 2017. Alyssa Milano, vous savez, c'était la petite de... Ah, mais je vois qu'il y a des plus de 35 ans dans la salle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les plus de 35 ans, comme les moins de 35 ans, ne connaissent peut-être pas Madame est servie, mais tout le monde connaît le hashtag MeToo qui a traversé toute la planète. Et d'ailleurs, MeToo, c'est 20 millions de tweets depuis octobre 2017. 20 millions. Alors, pour comprendre justement l'impact de MeToo, on va faire juste un petit exercice de projection. Imaginons un instant tous ensemble ce qui se serait passé si les réseaux sociaux n'avaient pas existé après l'affaire Harvey Weinstein, qui a été, vous le savez, révélée par la presse américaine en 2017. Évidemment, ça aurait fait la une de la presse internationale, on en aurait beaucoup parlé pendant 3 semaines. Harvey Weinstein aurait évidemment perdu son poste. On rappelle que c'est une affaire de viol et de harcèlement sexuel. Et puis après, 3 semaines après, qu'est-ce qui se serait passé? Rien. On serait passé à autre chose. Tout comme bon nombre d'autres affaires de scandales sexuels qu'on a plus ou moins oubliées. Si on parle encore aujourd'hui de MeToo, si la question du harcèlement sexuel est si présente dans l'espace public et dans l'espace médiatique, peut-être même si cet événement est là aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux qui ont offert une caisse de résonance planétaire. C'est-à-dire que les femmes à travers le monde ne se sont pas dit que cette histoire-là ne concernait que des actrices hollywoodiennes. Non, elles se sont dit ça concerne tout le monde, ça me concerne moi. Peut-être que des femmes d'ailleurs ont tweeté, ont dit des choses qu'elles n'avaient jamais osé dire à leur mari, à leur frère, à leur fils, à leur père, et elles l'ont dit sur les réseaux sociaux car elles étaient nombreuses à le faire. C'est ça la force des réseaux sociaux, c'est d'offrir une caisse de résonance, et MeToo a été très profitable pour ça. Ce qui est intéressant dans l'ampleur du mouvement MeToo, c'est quand on regarde les différentes études sur la prise de parole des femmes dans l'espace public. Je vais vous citer quelques chiffres, ça va être rapide, ça va pas être chiant. 70% des personnes estiment que les prises de parole des femmes ne sont pas suffisamment prises au sérieux et qu'on ne leur accorde qu'une faible importance. 60% des Français considèrent que les femmes ont plus de mal à s'exprimer en public. Non, ça va Mais ça va très bien. Les femmes elles-mêmes, d'ailleurs, considèrent qu'à 80%, ne pas être prises au sérieux lorsqu'elles s'expriment en public. Et dans les médias, vous le savez tous, le temps de parole des femmes est juste 2 fois moins important que celui des hommes. La mission de Twitter, c'est de servir la conversation publique. C'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. En l'occurrence, à celles qui n'en ont pas. C'est effectivement de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Mais on le sait, la première barrière à l'entrée des femmes dans la conversation publique, c'est la peur de l'insécurité. On le sait.
Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille extrêmement activement à lever cette barrière et à prendre tout un tas d'actions pour que les femmes se sentent, les femmes et puis tout le monde, mais les femmes en priorité, se sentent en sécurité sur notre plateforme. Je vous prends juste un exemple d'une des actions qu'on a mis en place. Il y en a 70 sur les 18 derniers mois, donc un exemple. François se mettrait à vous mentionner toutes ici. Toutes. Ça serait pas bien. Non, ce serait pas bien. En retour, chacune d'entre vous le bloque. Pendant très longtemps, Twitter se tenait juste à considérer le contenu. Donc, mettons qu'il vous mentionne toutes, mais il ne dit rien d'illégal, il ne dit rien de contraire aux règles. En revanche, le signal que vous nous donnez quand vous le bloquez, c'est de nous dire qu'il a un comportement nuisible. Aujourd'hui, on en tient compte. Aujourd'hui, on va prendre une action sur le compte de François et on va le rendre moins visible. Vous n'aurez plus de notification. Il sera après le petit bouton « Voir plus ». Ça, c'est un exemple très concret d'action qu'on prend pour faire en sorte que l'expérience des femmes et de tous les utilisateurs sur Twitter soit plus agréable, plus sereine et plus sûre. Mais tout de même, on s'en rend compte lorsqu'on navigue sur Twitter, j'imagine que c'est votre cas dans la salle, qui d'ailleurs n'a pas de compte Twitter ici. Voilà, donc très peu de personnes. On est à la femme digitale, bonsoir. On s'en rend compte, les femmes sont insultées, sont menacées, sont harcelées au quotidien, toujours aujourd'hui. Donc, est-ce que vraiment vos actions portent leurs fruits, Audrey? Écoute, oui, et clairement, ça va continuer, il faut que ce soit mieux. C'est indéniable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la priorité numéro 1 de l'entreprise. Quand je vous dis ça, ce n'est pas du storytelling, c'est vraiment la priorité numéro 1 de toutes les équipes au sein de Twitter. Un chiffre pour vous montrer que ça commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, à date, on prend 10 fois plus d'actions sur des comptes qu'à la même époque l'année dernière. 10 fois plus, c'est énorme, 10 fois plus. Pareil, on a mis en place sur les 18 derniers mois 70 modifications de nos produits, de nos règles, nos opérations. 70, l'exemple que je prenais en est un, il y en a 69 autres. Et puis surtout, on va certainement pas s'arrêter là, on va accélérer et on va continuer à être très engagé pour faire de Twitter une plateforme sûre qui permette à tout le monde de s'exprimer librement. Donc un engagement pris de nouveau ici sur scène et on sera vigilant pour suivre bien sûr ça de près. Et ben moi, il y a un truc que j'ai suivi de près, c'est ton ouvrage, je le remontre à tout le monde, disponible dans toutes les bonnes librairies, édition Flammarion. Je donne pas le prix, mais je le dirai peut-être à la fin. J'ai pas été rémunérée pour ça. Hein. Il y a une chose qui m'a frappée donc, dans ton livre, c'est que sur les 10 histoires que tu racontes, il y en a 8 qui sont portées par des femmes. Oui, et c'était d'ailleurs pas du tout volontaire. C'était un constat que j'ai fait après coup, une fois que j'ai sélectionné ces 10 hashtags. Vous l'avez compris, l'histoire du livre, c'est de raconter un pays, de raconter une société à travers le prisme du hashtag. Et quand j'ai sélectionné les 10 hashtags qui m'ont semblé les plus importants de ces dernières années, je me suis rendu compte que 8 d'entre eux étaient portés par des femmes. C'est donc des femmes qui ont été, je le disais, au péril de leur vie pour défendre leurs droits. Mais c'est un total hasard, ce qui prouve bien que Twitter peut être aussi la voix des sans-voix. Et encore aujourd'hui, malheureusement, les femmes, et dans bon nombre de pays, sont cantonnées au simple rôle des sans-voix. Quand on s'est rencontrés la première fois, toi et moi, pour préparer cette matinée, tu m'as demandé, parce que j'avais lu le livre, il est là, tu m'as demandé quelle était l'histoire qui m'avait le plus marqué. Alors, celle que j'ai choisie, et on ne pourra pas dire que je fais ma propre auto-promo, je fais la tienne, ça c'est sûr, mais c'est une histoire qui est née sur Facebook, c'est Mal Still See Freedom. Est-ce que tu peux nous la raconter et faire en sorte que la salle la connaisse? Oui, je vais le raconter rapidement, juste avant de déjeuner. Mal Still See Freedom, c'est l'histoire d'une femme, d'une Iranienne, qui s'appelle Masih Alinejad, qui, à un moment donné, a la chance de pouvoir partir à Londres dans le cadre de ses études. Lorsqu'elle est à Londres, elle va... Déjà, depuis toute petite, elle se rendait compte que son voile était une forme d'enfermement. C'est-à-dire qu'elle le portait depuis toute petite, c'était comme ça, c'était la tradition dans sa famille. Elle ne s'est jamais, d'ailleurs, interrogée sur le port de ce voile-là. C'était comme ça. Et lorsqu'elle arrive à Londres, qu'elle voit d'autres femmes qui s'en sont libérées, qu'elle voit des femmes qui ne portent pas le voile, elle décide de faire pareil. Elle décide de l'enlever, ce voile qu'elle porte depuis le plus jeune âge. À ce moment-là, quand elle l'enlève, elle ressent un moment et un souffle de liberté. Cet instant de liberté, elle va le figer à travers une photo qui était juste avant. Cette photo dans les rues londoniennes, c'est cette photo de ce vent qui souffle dans ses cheveux. Et elle va baptiser cet instant « My Still See Freedom », ma liberté furtive. Et à ce moment-là, elle va encourager toutes les femmes iraniennes à se dévoiler. Alors, entendons-nous bien, Masih Alinejad n'est pas contre le port du voile, elle est contre le port du voile obligatoire. Elle réclame le droit qu'en Iran, des femmes puissent ne pas porter le voile si elles ne sentent pas de le faire. Et elle encourage ces femmes, dans les campagnes comme dans les villes, à se dévoiler, elles au risque vraiment de leur vie, puisque c'est la prison qu'on risque si on est dévoilé et attrapé par la police religieuse dans les rues. Et sur Facebook, tu le disais, des dizaines, des centaines, des milliers de photos
arrivent sur les réseaux sociaux. Et puis, dans l'étape suivante, ce sont les hommes qui vont rejoindre ce combat. C'est assez incroyable en termes d'impact. Men in hijab. Et oui, un hashtag réussi, c'est aussi ça, un hashtag qui marque tout de suite Men in hijab. Et là, l'idée est la même, c'est que les hommes portent des voiles, portent un voile pour réclamer le droit de leurs femmes de ne pas le porter. Et vous savez, en Iran, dans un pays conservateur comme l'Iran, le fait que les hommes embrassent cette cause l'a également fait accélérer. Donc les hommes et les femmes sont là sur les réseaux sociaux à poster leurs photos. Masih Alinejad, à ce moment-là, devient un ennemi public. Le gouvernement iranien fait circuler des rumeurs folles sur elle, comme quoi ça serait une espionne de la CIA, une prostituée. Et puis, après, elle a une autre idée, justement pour encourager les femmes qui portent le voile, mais qui soutiennent son combat. Pour les embarquer avec elle, elle lance les White Wednesday, c'est-à-dire les mercredis blancs. Et ça, c'est la diaporama suivante. Les mercredis blancs. Ah, alors non, ça a disparu, alors peut-être. C'est pas grave, Victor. Les mercredis blancs, c'est quoi? C'est tous les mercredis, à Téhéran, les femmes qui portent le voile, mais qui portent un voile blanc, eh bien, cela signifie que ces femmes voilées encouragent l'action de Masih Alinejad. Et à ce moment-là, vous imaginez, avec une action d'un hashtag, on a eu les hommes qui ont défilé sur les réseaux sociaux, on a eu les femmes qui se sont dévoilées, et on a eu les femmes qui portent le voile, qui les ont soutenues en portant ce voile de couleur blanche. Moi, et pourquoi j'ai choisi cette histoire, c'est aussi parce que ce qui est très fort dans cette histoire et dans l'usage des plateformes sociales pour défendre des mouvements de liberté, c'est qu'en fait, c'est des pays où les plateformes, où Twitter, sont bloqués par les régimes. En Iran, Twitter est inaccessible depuis 2009. Et c'est là où tout ça prend tout son sens, parce que pour ces femmes, c'est pas juste faire un tweet, c'est s'organiser pour avoir accès à Internet. Nous, on ne mesure pas très bien le prix de la liberté d'expression quand il est à portée de main. Pour eux, c'est non seulement prendre ce risque de se montrer sans son voile, mais c'est prendre ce double risque, à un moment de se battre pour pouvoir faire entendre sa voix, utiliser des réseaux sociaux, ce qui nous semble tous ici dans cette salle complètement acquis. Mais ça ne l'est pas du tout partout dans le monde. Twitter est bloqué dans plein de pays. Et donc nous, notre engagement, il est clairement, effectivement, de servir la conversation publique partout, pour tous, dans les démocraties, mais aussi de se battre pour que dans les pays moins démocratiques, les citoyens aient accès à la même capacité à faire entendre leur voix. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce qui se passe toujours en Afrique, quelques jours avant chaque élection, où comme par hasard, Internet se coupe. Comme par hasard, les gens n'ont plus accès à Internet 2-3 jours avant. Ce qui prouve bien et ce qui conforte ton propos, c'est que, bah oui, Facebook ou Twitter, ça peut être sympa pour rigoler, ça peut être sympa pour mettre des photos de chats qui tombent, ça c'est surtout pour Facebook. Mais dans certains pays, ça peut être aussi des armes pour mener des révolutions. Et le printemps arabe en a été d'ailleurs un des exemples. Bon. Là, on parle des pays autoritaires. Tout à fait. Bon, tout ça, c'est bien gentil. Ton livre, il s'appelle « Le vendeur de thé qui changea le monde » avec un hashtag. Tu m'as parlé de MeToo. À ma connaissance, les femmes n'ont pas arrêté d'être harcelées. Vous me dites, hein. Tu nous parles de l'Iran. À ma connaissance, les femmes sont toujours obligées de porter le voile en Iran. Donc, concrètement, est-ce que dans ton livre, il y a une histoire qui change vraiment le monde? Voilà, ça c'est Audrey, elle fait la promo du livre pendant 10 minutes et puis après elle te le casse en 15 secondes. Oui, il y en a une, évidemment, et c'est sur cette histoire qu'on va terminer comme un happy end. Si je parle d'happy end, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il s'agit d'une histoire autour du cinéma. C'est celle d'April Rain, qui était une ancienne avocate, qui a lancé le hashtag Oscar So White, que vous connaissez peut-être. Qui le connaît? La dame qui n'avait pas Twitter le connaît, c'est magnifique. Alors, la force de Twitter, ça sort de la plateforme. Twitter, ça sort de la plateforme, évidemment. Alors, Oscar So White, c'est April Rain qui est devant sa télévision en 2015. Elle assiste à la liste des nominations pour les Oscars, des nominés pour les Oscars, des nommés même pour les Oscars, et elle se rend compte que 100% de la sélection est blanche. 100% de la sélection est blanche. Elle se dit, c'est pas possible. Soit c'est un hasard, soit Hollywood est raciste. Donc à ce moment-là, tel un cri du cœur, cette citoyenne américaine va sur Twitter lancer ce hashtag-là pour dénoncer cette situation qu'elle juge discriminante. Le hashtag est repris, moyennement repris, mais ça émerge un petit peu. La cérémonie se passe, on arrive ensuite en 2016, c'est-à-dire qu'il a émergé, mais pas suffisamment pour rentrer dans la sphère médiatique. En 2016, suite, et bis repetita. 100% de la sélection toujours caucasienne, toujours blanche. Là, elle se dit, c'est plus possible, ça peut plus être un hasard, un malheureux hasard. Elle relance le hashtag Oscar So White. Et là, il est repris par des leaders d'influence, il est repris par des stars engagées, comme Will Smith, comme Spike Lee, comme Michael Moore, comme George Clooney, qui vont même lancer un appel à boycotter la cérémonie des Oscars. Là, les médias
ne peuvent plus rester aveugles sur cette situation. Ils sont obligés d'inviter April Reign sur les plateaux pour que l'on parle de cette situation. Ça fait grand bruit à Hollywood. Et ça déclenche une enquête du New Yorker qui va s'intéresser à la manière dont l'Académie des Oscars fonctionne. Et on se rend compte que les 6700 votants de l'Académie des Oscars sont composés à 90% de personnes caucasiennes. Et ils sont composés d'ailleurs à majorité d'hommes, je crois qu'il n'y a que 27% de femmes, et d'hommes de plus de 50 ans. Donc tout simplement, ils récompensent leur père. Personne ne s'était vraiment intéressé à la manière dont ces 6700 votants étaient constitués, comment était constituée cette assemblée. Grâce à l'action d'April Reign, eh bien, les Américains, il y a eu des changements à l'intérieur même des règles de l'Académie des Oscars pour introduire des quotas. Vous le savez, aux États-Unis, ils ont moins de problèmes que nous avec les quotas. Du coup, il y a eu plus de femmes qui sont rentrées, plus d'Afro-Américains, plus d'Hispaniques, plus d'Asiatiques. Et cela ne nous aura pas échappé, c'est pour ça que ça se termine avec un happy end, qu'en 2017, en 2018 et même en 2019, France Info scintille, eh bien, il y a eu plus de comédiens et de réalisateurs afro-américains qui ont été récompensés. Bon, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est quand même qu'avec 70 000 tweets sur Oscar So White, on a fait changer les Oscars. 20 millions de tweets sur MeToo, je trouve ça hyper encourageant pour la place des femmes dans le monde. C'est vrai. Bon, ce qu'il faut retenir concrètement de ce qu'on s'est dit, c'est que, comme pour le hashtag, ce sont nos utilisateurs qui créent ce qu'est Twitter. Voilà, exactement, si on doit terminer sur une idée, c'est que les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. Donc c'est à vous de vous en emparer pour changer le monde. Merci.